Bonjour. Nathalie Kosciusko-Morizet n'est pas candidate à l'élection présidentielle. Elle est la porte-parole de Nicolas Sarkozy, qui brigue un second mandat. Et à ce titre, elle est aujourd'hui la 8e invitée de l'émission YouTube Élection 2012, qui est réalisée ici au CFJ, le Centre de formation des journalistes, en partenariat avec YouTube et avec l'AFP. Nous sommes à 3 jours du premier tour. Nicolas Sarkozy a commencé sa campagne le 15 février, il y a maintenant plus de 2 mois. Et nous sommes, comme disent les basketteurs, dans le Money Time, au moment où tout se décide. Je laisse donc la parole maintenant à nos élèves du CFJ qui ont préparé cette émission, les caméramans, les vérificateurs et bien sûr nos 3 intervieweurs, Marie-Pierre Rieux-Blanc, Mathieu Moulin et Félix Huel. Bonjour Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonjour. Bienvenue à l'émission YouTube Élection 2012. Cette émission a été réalisée par le Centre de formation des journalistes avec YouTube, l'AFP et Google. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à eux. Alors le concept de l'interview est très simple. Elle est basée sur les questions que les internautes vous ont posées sur YouTube à travers le réseau social Google+. Et l'un des plus de cette émission, c'est que nous avons avec nous une journaliste de l'AFP. Elle pourra intervenir dès qu'elle le souhaite, à travers la vidéo bulle Google+. Il s'agit d'Ingrid Bazinet du bureau de Madrid. Bonjour Ingrid. Bonjour. J'interviendrai plutôt en fin d'émission, mais pour vous poser quelques questions. D'accord. Et l'autre spécificité de cette émission, vous en avez peut-être déjà entendu parler d'ailleurs, ce sont les vérificateurs qui sont là juste au-dessus de nous. Ils sont là pour s'assurer de l'exactitude des propos qu'on tiendra. D'accord, et ils lancent des boulettes du plafond s'ils ne savaient pas, c'est ça? Ils nous rappellent à l'esprit les éléments ponctuels qui pourraient nous échapper à tous les 4 et puis le cas échéant d'apporter des précisions au débat. Alors on va aborder les différents thèmes de l'émission, mais d'abord Marie-Pierre, une question à vous poser. Oui, Nathalie Kosciusko-Morizet, vous êtes l'une des personnalités politiques françaises les plus suivies sur Twitter. Vous êtes même l'une des premières à vous êtes inscrite sur ce réseau. Est-ce que ça vous a beaucoup aidé dans cette campagne ? Moi, ça fait longtemps que je suis inscrite sur Twitter, en fait. J'ai commencé quand j'étais secrétaire d'État au numérique. Et ce que j'apprécie beaucoup sur Twitter, c'est vrai que je le retrouve beaucoup et de manière peut-être encore plus intense dans cette campagne, c'est le contact direct, la possibilité d'interpeller et d'être interpellé, la possibilité aussi d'avoir un retour immédiat sur ce qu'on vient de dire, d'engager un débat très rapidement. L'information part beaucoup plus vite sur Twitter et on a un retour beaucoup plus rapide. Quand je sors d'une émission en direct et que j'ai envie de savoir quels sont les arguments qui sont passés, quels sont ceux qui n'ont pas été compris, je regarde mon compte Twitter. Et c'est pas trop vite parfois, justement, l'information ? Il faut réfléchir à ce qu'on écrit soi, bien sûr, mais c'est agréable d'avoir un retour immédiat. Vous savez, même quand on fait une dépêche AFP, le temps qu'on parle à un journaliste ou qu'on envoie un communiqué, ça prend une demi-heure, 3/4 d'heure. Sur Twitter, vous avez une réaction immédiate. Je ne mets pas du tout les choses sur le même plan, évidemment, ça n'a rien à voir, mais c'est la première fois, je crois, dans l'histoire médiatique et politique qu'on peut avoir une réaction aussi rapide. Et c'est intéressant. Alors ça a le revers de sa médaille, ou le revers, enfin en tout cas c'est comme ça, c'est que ça accélère beaucoup le temps, le mouvement, et parfois les uns ou les autres peuvent se laisser entraîner et le regrettent de temps en temps. Alors on va maintenant passer au vif du sujet. Donc on va commencer par le thème environnement. J'apprécie beaucoup que vous commenciez par le thème environnement parce que depuis 2 mois que je commence la campagne, le nombre d'interviews où j'ai pas eu une seule question sur le sujet est déprimant. Justement, on sait que ça vous tient à cœur, on sait que ce thème vous tient à cœur, vous avez été ministre de l'écologie avant la campagne, mais pourquoi justement ce thème est si peu présent dans la campagne, si peu présent dans votre discours aussi, surtout par rapport à 2007 ? Alors d'abord, dans notre discours, je suis pas d'accord. Je vous donne un exemple. Il y a eu 2 discours complets, vraiment denses sur les questions environnementales de la part de Nicolas Sarkozy, sur la gouvernance environnementale dans son discours de Strasbourg. C'est vrai que c'était des circonstances particulières parce que c'était la reprise de la campagne après le drame de Toulouse. Mais personne n'a parlé de cette partie-là du discours. L'autre partie, c'était dans son discours de Caen, où il a notamment développé la question de la protection du patrimoine. Il a annoncé à cette occasion-là qu'il souhaitait qu'on ne renouvelle pas les permis d'exploration pétrolier au large de Marseille, dans la Méditerranée. Je pense au large de Marseille parce que c'est en face notamment du parc national des Calanques qu'on vient de créer. Et ça a fait
très peu de reprises, très peu d'écho. C'est-à-dire que quand on parle d'environnement dans cette campagne, on trouve peu d'écho. Il y a des raisons qui sont liées au contexte économique et mondial, et puis je trouve qu'il y a des raisons qui sont liées à la politique française. Sur les raisons qui sont liées au contexte économique et mondial, c'est malheureusement quelque chose qu'on observe à toutes les crises. Il y a un effet de balancier, et au moment des crises, vous avez toujours une alliance entre les écolo-sceptiques qui n'y ont jamais cru et qui se disent que ça va être le moment de tuer le sujet, et ceux qui croiraient volontiers, mais qui pensent à tort que l'environnement, c'est seulement des coûts et des contraintes. Moi, je suis convaincue que c'est une erreur parce que je crois que l'environnement, c'est un outil de transformation de la société, c'est une nouvelle économie, c'est des nouveaux secteurs, ce sont des nouveaux emplois. On essaye de le démontrer avec l'éolien offshore, l'appel d'offres sur l'éolien offshore, la création d'une nouvelle filière en France avec la création de 10 000 emplois sur la côte, sur la façade ouest. Et puis, bon, il y a un effet qui est lié à la politique française, qui est que, franchement, on n'a pas beaucoup de répondants à gauche. Le Parti socialiste sous-traite la question aux Verts, donc du coup, ils n'en parlent pas du tout. Mais les Verts n'en parlent pas non plus, parce qu'Eva Joly, c'est pas du tout une écolo, c'est pas ça sa culture, on le voit bien en ce moment d'ailleurs, et elle est critiquée dans son propre parti, elle parle quasiment pas d'écologie. Alors, il y a dans votre programme, vous dites que vous voulez continuer à développer le nucléaire. Est-ce que c'est pas contradictoire aujourd'hui d'être écologiste et d'être en faveur du nucléaire ? Notre politique énergétique, elle est fondée sur 3 piliers qui ont une égale importance. Le premier, on en parle beaucoup trop peu, c'est la réduction des consommations énergétiques. Quoi qu'on fasse, le prix du pétrole, à travers le monde, il va augmenter. L'énergie va devenir de plus en plus chère, en tout cas de plus en plus demandée, parce qu'il y a de plus en plus d'habitants sur la planète et qu'il y a des pays émergents qui sont en plein développement, qui requièrent de l'énergie. Mais donc il faut continuer à en construire, il faut... Attendez, aujourd'hui en France, un ménage, c'est en moyenne 2 900 € par an de consommation énergétique. Et dans les 2 900 €, il y a vraiment de l'argent jeté par les fenêtres, au sens où la cuve de fioul que vous avez remplie au début de l'hiver, à la fin de l'hiver, elle est vide, et il vous en reste rien si vous voulez. Et en plus, c'est de l'énergie importée. Donc le premier objectif, qui est très présent dans le Grenelle de l'environnement, qui est engagé, c'est la réduction de la facture énergétique, quelle que soit l'énergie. Par exemple, depuis le 1er janvier 2012, vous ne pouvez plus déposer un permis de construire si vous n'êtes pas en réglementation thermique 2012, c'est-à-dire 50 kWh par mètre carré de consommation, c'est 3 fois moins que par le passé. Donc ça pourrait être le deuxième pilier. À la question vraiment des centrales nucléaires, est-ce que, par exemple, est-ce qu'il faut continuer à en construire et préserver certaines d'entre elles qui ont été, comme celle de Fessenheim, construites il y a 30 ans ? Oui, mais c'est un ensemble cohérent. Réduction de la consommation énergétique, développement des énergies renouvelables, pas n'importe comment, développement des filières industrielles aussi. C'est-à-dire, je pense que, je prends ma part, je fais une autocritique là, je pense que dans le Grenelle, on a insisté sur la puissance en matière d'énergie renouvelable et on tient la route, je pourrais vous le développer longuement, si vous voulez, en termes de puissance développée, on va atteindre nos objectifs. Mais on n'a pas assez insisté sur les emplois et la nécessité de le faire avec des filières industrielles en France. C'est pour ça qu'on a dû réorganiser sur le photovoltaïque. Parce qu'en fait, on avait de mémoire 1,5 milliard de déficit de la balance commerciale en matière de photovoltaïque parce qu'on importait 80% ou 90% des panneaux de l'étranger. Et puis le troisième pilier, c'est le nucléaire. Pourquoi le nucléaire ? Aujourd'hui, on a plus de 75% de notre électricité qui est faite à partir de nucléaire en France. C'est une filière industrielle dans laquelle il y a beaucoup d'emplois, une filière industrielle dans laquelle l'excellence française est reconnue dans le monde. C'est une énergie qui est moins chère que celle des voisins. Notre électricité, pour les particuliers, est 2 fois moins chère que les Allemands, par exemple. C'est ça la réalité d'aujourd'hui. Comment ? Justement, les centrales trop vieilles, considérées comme trop vieilles. Est-ce qu'il qu'il faut fermer Fessenheim ? Moi, je n'aime pas quand on mélange le nucléaire, et notamment la sûreté en matière de nucléaire, avec l'idéologie. Soit avec des questions partisanes, comme les socialistes ont fait, on échange des centrales nucléaires contre des circonscriptions, soit dans le discours de certains, on a l'impression que ça devient quasiment un problème religieux, le nucléaire. Et donc je réponds, il faut en matière de nucléaire et de sûreté nucléaire s'en tenir à des faits. On a la chance d'avoir une autorité de sûreté nucléaire qui est indépendante, qui est vraiment reconnue à travers le monde, et il faut écouter ce qu'elle dit. Sur Fessenheim, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit, il n'y a pas matière à fermer la centrale, sauf si on ne réussit pas à résoudre 2 problèmes majeurs sur lesquels elle exige des travaux. Ces 2 problèmes sont quoi ? L'épaississement du radier. Le radier, c'est en quelque sorte le plancher de la centrale. Il est moins épais à Fessenheim qu'ailleurs. Le radier, c'est ce qui protège, si vous voulez, en cas d'accident. C'est une des éléments de protection en cas d'accident. Et le deuxième élément que soulève l'autorité de sûreté nucléaire, c'est trouver une source d'eau alternative au Grand Canal d'Alsace. Elle dit, si jamais
il y a quelque chose qu'on n'a pas anticipé qui se passe sur le Grand Canal d'Alsace, il faut avoir une source d'eau alternative. Et donc moi, ce que j'ai dit comme ministre d'écologie, et ce que je redis aujourd'hui, c'est qu'il faut faire ces travaux. Si l'exploitant, EDF, nous dit on ne peut pas faire ces travaux, soit pour des raisons techniques, soit pour des raisons financières, parce que ça rend l'exploitation de la centrale inintéressante financièrement, dans ce cas-là, il faudra fermer. Mais ce n'est pas ce que l'exploitant dit. L'exploitant dit ok, je fais les travaux. Si l'exploitant fait les travaux, il n'y a pas matière à fermer. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas mélanger la question de la sûreté avec une question idéologique. On vous a bien compris. Maintenant, il y a Sylvie, c'est une première question d'internaute qui vous pose ça. Vous en avez parlé, elle parle des éoliennes. Elle vous dit que c'est une pollution visuelle et que l'électricité produite est chère. Est-ce que comptez-vous en construire davantage? Alors, d'abord, je voudrais lui dire que l'électricité produite est plus chère que pour le nucléaire, mais c'est quand même aujourd'hui, surtout sur l'éolien terrestre, l'énergie alternative la moins chère. Mais est-ce que vous trouvez ça joli? Alors attendez, je reste sur le prix. Aujourd'hui, ce qu'il y a de moins cher, toute catégorie, au passage, c'est l'hydroélectricité. Pourquoi? Parce qu'on a amorti les barrages. Bon, mais tous nos fleuves, tous nos grands fleuves sont équipés. On peut faire quelques petites centrales hydroélectriques en plus, mais pas tellement plus. Ça, c'est le moins cher. Après, vous avez le nucléaire, qui est à 40 € le mégawattheure. Après, vous avez l'éolien. L'éolien à terre, c'est autour de 70-80 € le mégawattheure. Et puis après, vous avez l'éolien offshore, qui est autour de 150. Et puis, vous avez le photovoltaïque, qui est entre 200 et 240. Donc, c'est vrai que l'éolien terrestre est plus cher que le nucléaire, mais ce n'est pas vrai que c'est le plus cher des énergies renouvelables. Après, est-ce que c'est beau? Moi... Et surtout, est-ce que vous allez en construire davantage? Oui, mais je m'arrête à toutes ces questions. Elle parle de pollution Pour arriver visuelle. à votre objectif de 23% d'énergie renouvelable en France. On a modifié les règles pour l'éolien. C'est-à-dire que par le passé, il y avait des petits groupes d'éoliennes ici ou là. C'est vrai que ce n'était pas idéal. Maintenant, on a ce qu'on appelle des ZDE, des zones de développement de l'éolien. C'est-à-dire qu'on fait un croisement entre les cartes de vent et les cartes de paysage. Et on décide de zones dans lesquelles on accepte le développement éolien. Et on met un nombre minimum, des tailles minimum, pour avoir une concentration, si vous voulez, des éoliennes. Est-ce qu'on va en construire davantage? Oui. L'objectif du Grenelle de l'environnement, c'est 19 gigawatts d'éolien à terre et 6 gigawatts d'éolien en mer, ce que j'appelle l'éolienne offshore. On est à combien là aujourd'hui? En mer? En terre, enfin à terre. En terre, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, on doit être autour de 6-7 000 gigawatts. Donc il faut tripler, même plus. Non, moins. Enfin, ça dépend si vous êtes à 6 000, 7 000. Je ne veux pas, on doit être à 6 000 et quelques. Et il y en a un certain nombre de champs qui sont déjà en construction. Mais l'essentiel des nouveaux développements, c'est sur l'éolien offshore, où là, aujourd'hui, il y en a 0. Et on vient de donner les résultats d'un appel d'offres. Et ce que je veux dire, c'est que sur les nouvelles éoliennes, alors justement, sur l'éolien offshore, on fait très attention à lancer une filière industrielle. Parce que c'est un train qu'on a un peu raté au début de l'éolien à terre. Et là, dit au départ, on fait très attention maintenant à lancer une filière industrielle ensemble. Pourquoi? Pour que écologie, ça rime avec emploi. C'est pas évident à l'oreille, mais c'est vrai. L'éolien offshore, moi je voudrais que nos champs ils soient fournis à travers le marché français, que ce soit des usines, des sites industriels traditionnels en reconversion, et que même avec ces sites, on puisse fournir le marché mondial. Voilà, qu'on devienne leader. La filière industrielle soit mobilisée. Et on peut être leader dans cette filière parce qu'on a les compétences et les technologies en France pour le faire. Une question, la première question vidéo, elle vous vient de Jean-Michel, c'est encore sur le thème de l'écologie. Bonjour. Donc moi ce qui m'intéresse c'est un petit peu le gaz de schiste. On a entendu beaucoup de choses. Hein, il y a le gaz de schiste qui a été, où on a vu que c'était vraiment abominable, on va dire ça comme ça, aux États-Unis. Il y a d'autres recherches qui sont faites, comme par exemple au Canada. Alors justement, j'ai envie de vous poser la question suivante. Qu'est-ce qui va être fait par rapport au gaz de schiste? Alors en France, on a interdit l'exploitation et l'exploration du gaz de schiste par fracturation hydraulique. Aujourd'hui, la seule technique utilisable, c'est la fracturation hydraulique. C'est celle qui est utilisée aux États-Unis et qui a donné lieu là-bas à une forme de dévastation écologique, notamment de la pollution des nappes d'eau. J'insiste sur la pollution des nappes d'eau, parce qu'une fois que la nappe d'eau est polluée, elle est polluée pour longtemps. C'est-à-dire que vous croyez avoir gagné de l'argent sur le gaz de schiste, et de l'indépendance énergétique et tout ça, mais vous avez une nappe d'eau polluée. Donc en France, on a interdit exploration et exploitation du gaz de schiste par fracturation hydraulique. Pas de gaz de schiste à terre. Pas de gaz de schiste. Ce qu'on a dit dans la loi, c'est s'il y a des nouvelles technologies, on sera prêt à regarder les choses.
et à considérer s'il y a des technologies d'exploration propres. Mais pour le moment, ce n'est pas du tout le cas. Donc ni exploration, ni exploitation du gaz de schiste. Et j'insiste là-dessus parce qu'il y a une confusion qui a été volontairement créée par certains qui ont dit ah, mais c'est pas vrai, il reste des permis. Non, les permis qui restent en France, c'est le type de permis qui a toujours existé. C'est du permis pétrolier. Il y a toujours eu de l'exploitation pétrolière. C'est pas grand-chose, hein, c'est peanuts parce qu'il n'y a pas beaucoup de pétrole en France. Mais vous avez toujours eu un peu d'exploitation pétrolière en Île-de-France et en Aquitaine principalement. Et ça continue, ça a toujours existé. On va passer aux questions de société, Nathalie Kosciusko-Morizet. Simplement une petite remarque. Les vérificateurs nous disent que tous les chiffres que vous avez donnés sont parfaitement exacts. On n'en attendait pas moins d'une ancienne ministre de l'écologie, mais ils vous en remercient. Alors passons maintenant au deuxième thème de l'interview, la société. Alors on a d'abord Anne-Marie, donc c'est une question d'internaute. Anne-Marie est médecin hospitalier et elle vous demande: désorganisation des services, fermeture de lits, refus de patients aux urgences, les suppressions de postes hospitaliers sont une catastrophe. Est-ce que ça va continuer ? Ce qui serait une catastrophe, c'est que notre système de santé, qui est un des meilleurs en France, soit dans une telle faillite qui s'effondre. On est dans une pleine actualité. Hein. Regardez ce qui est en train de se passer en Espagne. Est-ce que c'est normal juste que ce soit encore un système en faillite alors qu'il y a eu une très grande réforme? Mais justement, je vais y revenir. C'est parce qu'on le réforme qu'on va le sauver. En Espagne, ils sont en train de fermer des blocs opératoires. Ils sont en train... Comment ? Non, mais attendez, ils ferment des blocs opératoires qu'ils n'avaient pas du tout prévu de fermer. Ils ferment des blocs opératoires, pas dans le cadre d'une réorganisation, restructuration. Ils ferment. Ils arrêtent certains soins. Ils déremboursent des médicaments de manière, si vous voulez, pas du tout programmée et pas en fonction du service médical rendu. Ils sont en train de revenir en arrière en matière de politique de santé parce qu'ils n'arrivent plus à la financer. En France, en 2007, dans le secteur hospitalier, je connais bien le secteur parce que vous savez, moi je suis maire de Longjumeau, j'ai un hôpital à Longjumeau. Enfin, j'ai un hôpital public, une clinique, j'ai la totale, je suis très au point là-dessus. En France, en 2007, de mémoire, vous aviez de l'ordre de 470 millions qui étaient en déficit. Déficit dans l'hôpital public. Je ne vous parle pas de déficit du système de santé en général, hein, dans l'hôpital public. Aujourd'hui, on a un déficit de 180. Donc on a réussi à résorber une partie du déficit. Et il faut qu'on continue comme ça. Pour les 2 premières années consécutives, ça doit être 2010 et 2011, on a tenu ce qu'on appelle l'ONDAM. L'ONDAM, c'est un terme un peu barbare, c'est l'objectif d'augmentation des dépenses de santé. Elles ne baissent pas les dépenses de santé, elles ont augmenté de 2,5% par an. Mais il faut maîtriser leur augmentation. C'est normal qu'elles augmentent. Comment concrètement on fait pour réduire les déficits des hôpitaux ? Concrètement, on réorganise les hôpitaux. Moi, ça, je peux vous le dire, c'est la tarification à l'activité. La question d'Anne-Marie, les suppressions de postes chez les infirmières et les aides-soignants vont-ils continuer ? Ce n'est pas des suppressions de postes pour l'essentiel. Hein. Ce qui s'est passé dans les hôpitaux et dans la désorganisation de l'hôpital, ça a été beaucoup l'impact des 35 heures. Moi, je l'ai vécu dans mon hôpital. Passer l'hôpital... Qui ne sont pas payés de toute façon chez les médecins la plupart du temps. Oui, chez les infirmières, ça se passe avec 35 heures, donc du travail en moins et une désorganisation, ce qui leur fait parfois aussi du travail en plus dans des conditions très pénibles. C'est-à-dire, les 35 heures à l'hôpital, toutes les infirmières vous le diront, ça a été une véritable catastrophe. Moi, je pense qu'on est en train de retomber sur nos pieds. On avait besoin de réorganiser. Continuer à supprimer des postes. On avait besoin de réorganiser aussi pour des raisons de service médical rendu. C'est-à-dire, c'est comme les maternités. Vous voyez, on vous dit, chacun veut avoir la maternité à côté de chez soi. Mais en fait, quand il s'agit d'accoucher vraiment, vous regardez un peu la maternité. Maintenant, il y a de très bons sites internet là-dessus aussi, avec des échanges d'expériences entre les femmes qui viennent d'accoucher. Et vous avez envie d'aller dans une maternité qui a un certain niveau, c'est-à-dire aussi une maternité qui fait un certain nombre d'accouchements par an, de l'ordre de 2000 accouchements par an. Et c'est vrai que les petites maternités, on les a fermées, non pas qu'il y ait moins de place, on les a recentrées dans des pôles un peu plus importants. Je prends l'exemple des maternités, mais il y aurait d'autres exemples à prendre. C'est une façon aussi de s'assurer de la qualité du service médical qui est rendu, de la qualité des actes qui sont pratiqués. C'est important aussi. Ça augmente souvent les trajets du domicile, même en cas d'urgence. Oui, mais vous avez aussi envie que l'hôpital qui vous traite ait une certaine spécialité, parce que le jour où vous avez un cancer, c'est vrai que pour faire sa chimio régulière, on aime être à l'hôpital à côté. Il y a un moment où pour le diagnostic, ou quand ça devient, ou quand vous avez envie d'avoir un regard croisé, vous avez envie d'aller dans le grand hôpital. Il faut qu'on réussisse à tenir les deux bouts et à les tenir dans un contexte dans lequel on réussit à continuer notre système de protection et notre système de santé, parce qu'il est un des meilleurs au monde et qu'on veut le garder. Il faut le réformer pour le garder. Alors on va rester justement à l'hôpital et dans les cliniques également, avec la question de Gilles qui vous demande si vous voulez limiter les dépassements d'honoraires et en particulier ceux qui concernent le secteur privé à l'hôpital.
on passe en fait un certain nombre d'accords pour que les médecins s'engagent sur la limitation des dépassements. C'est quelque chose qui est en cours. C'est vrai qu'il y a des dépassements qui, dans certains cas, paraissent très choquants. Alors, ça procède à l'origine d'une démarche qu'on a faite en France qui permet de garder les plus grands médecins dans le secteur public. Mais ça donne des choses qui paraissent assez choquantes. C'est-à-dire que Jusqu'à 15 fois le tarif ouais, vous avez dans le secteur public le même médecin qui est en horaire ordinaire, mais à ce moment-là, il faut attendre très longtemps pour l'avoir, ou en secteur privé, à ce moment-là, vous pouvez l'avoir plus rapidement, mais ça coûte très très cher. Ça a une vertu qui est que ça permet d'avoir le grand médecin qui reste dans le secteur public et pas comme aux États-Unis ou dans d'autres pays où, si vous n'avez pas les moyens, vous êtes sûr de ne jamais l'avoir. Mais ça a un défaut qui est que c'est évidemment très, très choquant, très brutal. Donc on s'engage dans une logique en fait de conventionnement pour que les médecins autolimitent leurs honoraires. Je voudrais dire aussi que l'accès à la santé, ce n'est pas seulement les honoraires, c'est tout simplement la possibilité d'avoir un médecin à côté de chez soi. Ça, c'est les maisons médicales qu'on est en train de développer. Il y en aura 250 à la fin de l'année. Et l'objectif, c'est d'en avoir 750 de plus rapidement. Les maisons médicales, en fait, sont des regroupements de spécialités dans des villes et villages, notamment en région, dans lesquels on a un risque de désertification médicale. Une question, on va rester sur le même thème, mais c'est une question un peu différente. C'est une question qui divise la gauche et la droite, c'est le mariage homosexuel. En 2007... Société. Oui, c'est société, pardon. Un peu différente, mais c'est une question de société. En 2007, Nicolas Sarkozy promettait le contrat d'union civile. On vous dit assez progressif sur la question, mais aujourd'hui, il n'y a rien. Pourquoi ne pas accorder le droit au mariage au couple homosexuel ? Le problème est le suivant. Moi, je comprends très bien, et je veux dire, je partage tout à fait la position de Nicolas Sarkozy, donc ce que je dis peut être repris là-dessus, partagé, comme surtout d'ailleurs. Je comprends très bien qu'on ait envie, au moment d'une union, quelle qu'elle soit, de la rendre publique et de la partager de manière festive. Ça, c'est et une de ce point de vue-là, reconnaissance sociale, mais en termes de droit... De ce point de vue-là, signer le pacte au greffe du tribunal est insuffisant. Et moi, dans ma mairie, par exemple, on m'a posé la question, je ne l'ai pas encore fait parce que c'est pour septembre, mais j'ai tout à fait accepté et je le ferai, de donner une espèce de reconnaissance officielle en mairie à la signature d'un pacte. C'est symbolique. En termes de droit, les droits aujourd'hui qui sont liés au Pacs sont quasiment les mêmes que les droits qui sont liés au mariage, à l'exception de l'adoption. Et je vais m'en expliquer. Dans le Pacs, il n'y a pas de pension de reversion. Oui, c'est la pension de reversion. Les mêmes droits. C'est la pension de reversion qui fait la différence. La pension de reversion, c'est un sujet qui, malheureusement, financièrement, est bien compliqué à prendre en compte aujourd'hui dans la crise qu'on traverse. Mais l'essentiel, quand même, c'est la question de l'adoption. Et vous voyez, c'est tout le problème. Et c'est le problème d'ailleurs du contrat d'union civile auquel Nicolas Sarkozy s'était en effet engagé en 2007. C'est quand on a voulu le faire, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas créer un contrat, pour des raisons constitutionnelles, un contrat spécialement pour les unions homosexuelles. Donc ça voulait dire qu'il fallait ouvrir dans ce cas-là le droit à l'adoption. Problème. Oui, mais on l'avait ouvert au couple hétérosexuel. Mais le pacte ne donne pas droit à l'adoption. Si vous voulez, le sujet, c'est l'adoption. Encore une fois, qu'il y ait une union homosexuelle reconnue qui bénéficie de droits, etc., on l'a fait, c'est le Pacs, et qu'on le fasse de manière encore plus officielle en le reconnaissant en mairie, oui. Mais notre différence, c'est vrai, je l'assume, c'est sur l'adoption. On n'est pas favorable à l'adoption par des couples homosexuels. Quelques sujets sur lesquels voilà, il reste des problèmes. Les pensions de reversion. Oui, mais vous voyez bien que c'est le sujet essentiel aujourd'hui. La différence, ce qui fait la différence entre différents candidats, c'est vrai, c'est l'adoption. Nicolas Sarkozy ne propose pas l'adoption pleine et entière pour les couples homosexuels. Ça ne veut pas dire nier la réalité, qui est une réalité aujourd'hui, qui est qu'une personne peut adopter en célibataire, et donc vous avez beaucoup de couples homosexuels qui élèvent ensemble des enfants, et ça ne veut pas dire que, ce que je dis là, ça veut pas dire qu'ils les élèvent mal. Vous avez, comme Sarkozy le dit souvent, des couples homosexuels qui élèvent très bien des enfants, et d'ailleurs vous avez aussi des couples hétérosexuels qui élèvent pas forcément bien leurs enfants, donc c'est pas le sujet. Mais de là à faire le pas de dire une famille, ça peut être indifféremment un homme et une femme, ou un homme et une femme et une femme, c'est vrai, on le fait pas, on le propose pas. Fisco-Morizet, on va maintenant parler d'immigration. Alors tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut lutter aujourd'hui contre l'immigration illégale. Nous voulions savoir, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que Nicolas Sarkozy a proposé, notamment lors du meeting de Villepinte, en disant qu'il envisageait de sortir de l'espace Schengen pour lutter contre l'immigration? Oui, mais je veux vous remettre bien les choses en perspective aussi. Quelle est la question ? On a fait
l'espace Schengen avec tous les Européens. Et l'espace Schengen, il marche sur 2 jambes. Et aujourd'hui, une de ces jambes est valide et l'autre ne l'est pas. La jambe valide, dont on est tous satisfaits, qui marche bien, c'est la libre circulation des personnes. Moi, quand j'étais enfant, il fallait se faire sa carte d'identité pour aller en Angleterre. Voilà, il n'y avait pas la libre circulation des personnes. L'espace Schengen, pour la jeunesse d'aujourd'hui, il a complètement révolutionné les choses. Et d'ailleurs, il s'est accompagné des plans Erasmus, Leonardo, voilà. Et ça, on en est très satisfait. Il y a une autre jambe qui aujourd'hui est malade dans l'espace Schengen, c'est la protection de la frontière extérieure. Quand on a fait Schengen, on n'a pas renoncé à avoir des frontières. On a dit, on se fait une seule frontière à l'extérieur et on la protège ensemble. Est-ce que suspendre sa participation règle le problème ? Attendez, aujourd'hui, cette frontière, elle est poreuse. Aujourd'hui, entre la Turquie et la Grèce, vous avez, je crois, 130 km de frontières qui sont quasiment pas surveillées, avec 150 000 personnes probablement clandestins qui passent tous les ans. Et ce qu'on dit, c'est ça ne peut pas durer. Et on n'est pas les seuls à le dire. Par exemple, le ministre allemand de l'Intérieur a apporté aussi son soutien là-dessus. C'est il y a 3 semaines, enfin, il a fait un article, il a apporté son soutien là-dessus. Alors, évidemment, l'objectif n'est pas de sortir de Schengen. L'objectif, c'est de pousser les autres à réformer Schengen. Vous savez, c'est ce qu'avait fait le général de Gaulle il y a quelques décennies avec la politique agricole commune. C'est ce qu'on a appelé la politique de la chaise vide. Il a dit, je veux qu'on change les choses. Et puis, pour qu'on change les choses, il a bousculé un peu tout le monde. Mais il est étrange que Nicolas Sarkozy fait la menace de suspendre ces accords à Schengen, alors que vous, dans votre bouquin, dans votre ouvrage, le Front antinational, mettre fin à l'espace Schengen signifierait sans aucun doute une augmentation exponentielle de l'immigration clandestine. Mais bien sûr, mais on ne parle pas de la même chose. Mettre fin à l'espace Schengen, ça veut dire laisser aller dire qu'on accepte l'idée que les politiques européennes ne soient plus convergentes. Nicolas Sarkozy, il dit exactement le contraire. Il dit aujourd'hui, elles ne sont pas assez convergentes. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, il donne la menace de suspendre. C'est la politique de la chaise vide, je vous dis, comme le général de Gaulle à propos de la politique agricole commune. En fait. L'objectif, c'est de réformer les choses. Nicolas Sarkozy, il est profondément européen. Nicolas Sarkozy, il vient du RPR. À l'intérieur du RPR, du temps du RPR, il était plutôt identifié comme beaucoup plus européen que tout le monde. C'est quelqu'un qui a toujours été très fortement européen. Et parce qu'il est très fortement européen, aujourd'hui, il peut dire qu'il y a des choses qui ne vont pas en Europe. C'est un Européen exigeant. Et de la même manière qu'il a réussi à obtenir le gouvernement économique de la zone euro, pour lequel la France militait depuis des années, ce n'était pas trop la position de l'Allemagne, et il a réussi à l'obtenir dans un débat. On a finalement trouvé un consensus avec les Allemands. De la même manière, il propose de mettre toute son énergie à réformer des choses qui ne vont pas en Europe, notamment dans les frontières migratoires, c'est l'espace Schengen, frontières économiques aussi, il faudrait en parler, c'est la question de la réciprocité. La question, par exemple, de la réservation des marchés publics, soit des entreprises qui produisent en Europe, soit des entreprises qui viennent de pays qui ont aussi ouvert leurs marchés publics. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le problème en matière migratoire, c'est qu'on a normalement un espace commun en Europe, mais tout le monde a encore des politiques différentes. Et c'est ça qu'on critique, et c'est ça que je critique aussi dans mon livre. Aujourd'hui, en matière de droit d'asile, par exemple, si vous faites une demande de droit d'asile à Malte, Malte est dans l'Union européenne, vous avez 60% d'obtenir votre titre. Si vous le faites en Irlande, vous avez 1,5% de chance de l'obtenir. Et en France, c'est 17% avant le droit d'appel. Or, tout ça, c'est le même espace migratoire normalement. Nicolas Sarkozy dit seulement qu'il faut faire converger les politiques européennes en matière de migration, puisqu'on a voulu un espace unique, et avoir une vraie frontière à l'extérieur. D'accord. On va poursuivre pour pouvoir aborder tous les thèmes. Une toute petite précision que nous envoient nos vérificateurs, même si effectivement il y a des accords avec la France pour faciliter les déplacements, le Royaume-Uni n'est pas dans l'espace Schengen. Mais ils ont des accords avec nous. Oui, non, bien sûr. Ils sont intégrés à un espace conjoint, disons. C'était pour préciser. On va terminer le thème société avec une question sur le téléchargement illégal et sur Adopi. Quelle est la prochaine étape d'Adopi dans le futur quinquennat? Comment est-ce qu'on renforce le dispositif? Aujourd'hui, le dispositif Adopi, il est lancé, il fonctionne. C'est-à-dire qu'il commence d'ailleurs à intéresser dans les pays étrangers. Les gens regardent comment ça marche, comment ça tourne. Maintenant, ça marche. Là aussi, ça marche sur 2 pieds, parce qu'il a un effet dissuasif, si vous voulez.
parce qu'il a un effet dissuasif, parce que après le premier mail, il y a un effet d'alerte et il y a un effet dissuasif. Maintenant, ce dispositif... Simplement pour être sûr de bien comprendre, vous êtes capable de dire c'est grâce à Adopi que les téléchargements illégaux ont commencé à baisser. Rien à voir par exemple avec la fermeture de Megaupload ou ce genre de... Moi je ne suis pas capable de dire ce qui est attribué à l'un ou à l'autre. Ce que je dis simplement, c'est que c'est un dispositif global. Le dispositif Adopi, manifestement, il tourne. Mais le dispositif global, lui, n'est pas encore entièrement satisfaisant. Notamment, il n'est pas encore complètement satisfaisant sur le développement de l'offre légale. On a toujours dit, moi je l'ai toujours dit quand j'étais au secrétariat d'État au numérique, c'est un dispositif dans lequel on est à la fois dans l'avertissement, la pédagogie, éventuellement la menace de sanction avec Adopi, mais on est aussi dans le développement de l'offre. Ça ne sert à rien de dire il ne faut pas le faire si vous n'avez pas moyen de télécharger ou d'ailleurs de visionner en streaming, de visionner autrement ce que vous avez envie de visionner. Et là, je trouve qu'en France, on a des bons modèles économiques qui se sont créés, on a eu des bonnes start-up, mais on peut aller plus loin. On peut vraiment être le lieu d'invention de nouveaux modèles de consommation de la culture sur Internet. Et c'est le sens d'ailleurs des propositions de Nicolas Sarkozy sur le numérique, de création d'un guichet unique sur les start-up, de pacte de stabilité, parce que c'est très important pour les start-up, sur tout ce qui est fiscalité sur les 5 prochaines années, qu'elles sachent exactement où on va en termes de statut de la jeune entreprise innovante, en termes de crédit impôt recherche. Je dis un mot aussi, de faire bénéficier aux start-up de nouveaux dispositifs, comme par exemple l'obligation pour toute grosse entreprise qui bénéficie de nos crédits à l'export, les crédits COFAS, d'emmener des PME avec elles, et la réservation d'un certain nombre de marchés publics, au moins pour partie, aux petites entreprises. C'est ce qu'on appelle le Small Business Act. J'insiste là-dessus parce que moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup prôné quand j'étais au numérique. Vous retrouverez, les vérificateurs retrouveront la trace à l'époque. J'ai toujours voulu un Small Business Act, réserver une partie des marchés publics aux PME, parce que c'est elles qui créent l'emploi et c'est elles qui innovent. Et à l'époque où j'étais au numérique, j'avais proposé, puisqu'on avait un débat avec les Européens, qu'on le fasse au moins dans le secteur numérique. Pourquoi ? Parce qu'on a plein de petites start-up dans le secteur numérique. Et c'est vrai que c'est compliqué pour une start-up de prendre les marchés, leur réserver une partie des marchés, c'est les aider à prendre leur essor et à devenir les Facebook de demain, quoi. Européens. Monsieur Scomorizet, on va essayer d'accélérer un tout petit peu pour ne pas être pris par le temps. Non. C'est un reproche. Pas du tout. C'est que vous êtes très prise et que voilà, on est à 3 jours du premier tour. Vous avez d'autres choses à faire. On va passer maintenant au 3e thème de l'interview, l'économie. Avec une question assez virulente de Cyril, mais elle a été plébiscitée sur Google+. On va vous la poser telle quelle. Les débats sur la viande halal, le permis de conduire, les sujets mineurs, on s'en fiche. Nous, on se demande ce que l'on va manger demain. Toutes les entreprises nous ferment la porte au nez, nous répondent « vous comprenez, c'est la crise ». Bref, occupez-vous de l'emploi et non de la viande halal. La viande halal, on s'en moque royalement. Est-ce que vous répondez à Cyril? Est-ce que vous êtes d'accord? Écoutez, je suis d'accord pour dire que ni la question de la viande halal, ni la question du permis de conduire n'épuisent les sujets de la campagne présidentielle et même qui ne sont pas au cœur de la campagne présidentielle. Ça ne veut pas dire qu'un candidat ne doit pas répondre aux questions que pose la société. Sur le permis de conduire, c'est quand même une condition d'autonomie pour les jeunes, d'autonomie dans la recherche d'un emploi, d'autonomie dans certains types d'études et notamment dans l'apprentissage, que de pouvoir avoir son permis de conduire. Et aujourd'hui, c'est bien cher. Vous avez une idée? Là, vous avez en tête, vous êtes plus jeune que moi, vous devriez le savoir, parce qu'en plus, moi, je l'ai passé au service militaire, mon permis de conduire. Ouais, je l'ai passé à la Légion étrangère à Djibouti. Ça, c'est vraiment très spécial. Mais vous avez une idée de combien ça coûte, le permis de conduire? Ça coûte effectivement. Comment? Environ 1 000 euros. Là, c'est 1 500 euros en moyenne si vous l'avez rapidement, et c'est jusqu'à 3 000 euros si vous ne l'avez pas rapidement. C'est-à-dire si vous êtes obligé de le repasser plusieurs fois. Et ça, c'est plus l'effet délai, parce que c'est des mois et des mois d'attente pour le repasser. Donc c'est un sujet du quotidien, c'est un sujet qui intéresse la les Français. priorité quand on... Mais non, je suis d'accord pour vous dire que ça n'épuise pas le sujet. Et pour répondre à la question, donc, il parlait plutôt d'emploi. Oui, voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les entreprises qui vous répondent, vous comprenez, c'est la crise, et qui ferment la porte au nez des jeunes? Le premier enjeu pour moi, c'est de faire en sorte que les entreprises créent de l'emploi en France. C'est-à-dire, ça passe par baisser le coût du travail, ça passe par la réservation, je le disais, d'un certain nombre de marchés avec la recréation en quelque sorte de frontières économiques. Je le mets sous le signe des frontières dont parle souvent Nicolas Sarkozy. Je vous donne des exemples sur ce qu'on peut faire en matière de coût du travail.
Ça a été engagé à l'époque de la croissance, en 2007, avec la défiscalisation des heures supplémentaires. Aujourd'hui, ça c'est pour les gens qui travaillent déjà. Aujourd'hui, vous avez 9 millions de Français qui bénéficient de la défiscalisation des heures sup que François Hollande veut supprimer. Ça doit être poursuivi avec la baisse du coût du travail pour que ce soit toujours plus intéressant pour les entreprises de s'installer ici. Ça a été fait, commencer avec la suppression de la taxe professionnelle qui profite notamment au secteur de l'industrie. Aujourd'hui, on veut le poursuivre avec la baisse des charges patronales en échange de la TVA anti-délocalisation qui consiste à faire payer les importations pour notre protection sociale plutôt que seulement le travail chez nous. La baisse des cotisations salariales avec la redistribution de la prime pour l'emploi qui fonctionne mal. Elle devait accompagner la reprise d'un emploi. Aujourd'hui, elle est payée plus d'1 an après la reprise d'un emploi. Avec aussi la réorganisation de tout le secteur de la formation professionnelle. Aujourd'hui, vous avez 32 milliards par an qui est dépensé sur la formation professionnelle. Pour l'essentiel, ça profite à des gens qui ont déjà un emploi. C'est un truc de fou. 32 milliards par an, vous en avez moins de 4 milliards, 3,8 milliards précisément, qui va sur les gens qui sont au chômage. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez seulement 10% des chômeurs qui sont en formation, et un chiffre que moi je trouve encore plus choquant. C'est précisément la prochaine question. Donc on va laisser Marie-Pierre la poser, comme ça vous pourrez répondre sur la formation professionnelle. Simplement une toute petite précision, encore une fois. Pour Adopi, c'est les vérificateurs qui nous le disent, 1 million d'utilisateurs avertis, 250 menacés de sanctions. C'est intéressant, ça vient illustrer ce que je disais. Merci aux vérificateurs. 1 million avertis, ça veut dire 1 million d'envois de premier mail. 250 menacés, ça veut dire au bout de la procédure, seulement 250 qui restent et qui persistent. Au passage, c'est la même chose que pour la suspension des allocations familiales. Les allocations familiales, quand on l'a faite, vous savez, pour les enfants, les parents des enfants qui ne vont pas à l'école, quand on l'a faite, on nous a dit c'est terrible, c'est des familles qui sont en difficulté, vous allez leur retirer leurs moyens. Sauf que c'est avant tout un dispositif incitatif. Et donc, ça fonctionne avec d'abord 2 lettres et puis ensuite la possibilité de la suspension. De mémoire, vous avez plus de 99% des gens dont les enfants n'allaient pas à l'école et pour lesquels on s'est engagé dans la procédure, dont les enfants sont retournés à l'école. Il y en a très peu, je ne sais plus le chiffre exact, je crois que c'est 200 et quelques, en tout cas c'est quelques dizaines, il y en a très peu pour lesquels il y a véritablement eu suspension d'allocation familiale. Ces dispositifs, ils servent à ça, sont un dispositif incitatif, mais pour que l'incitation soit crédible, il faut pouvoir, au bout de fil, pour ceux qui n'ont vraiment pas compris, avoir une sanction. C'est ça le principe de l'incitation. Et puis deuxième vérification, ouais, sur les dépenses de santé, vous parlez de limiter l'augmentation des dépenses à 2,5% par an. C'est un plafond d'après la sécurité sociale qui n'est respecté que depuis 2 ans. Oui, 2 ans, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est respecté depuis 2 ans. Et c'était la première fois depuis 1999 qu'on le respectait. C'est-à-dire qu'entre 1999 et 2009, il n'a pas été respecté. Maintenant, il est respecté. On va revenir à l'économie et au problème du chômage. Pour lutter contre le chômage, Nicolas Sarkozy envisage donc de proposer des formations aux chômeurs et ensuite de les obliger à accepter un job en rapport avec cette formation. Est-ce que ça veut dire qu'en fait, en France, il y a du travail sur le marché, mais qu'il faut obliger les Français à en chercher ? Donc, tout simplement, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des emplois. Les vérificateurs vous diront le nombre, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est de l'ordre de 300 000 emplois par an, je crois. Alors, j'ai vu différents chiffres moi-même, donc ils pourront trouver différentes références, mais qui ne sont pas pourvus tous les ans. Et on a des personnes qui sont au chômage, auxquelles on ne propose pas forcément la bonne formation. Je reviens sur les chiffres que je disais. Vous avez seulement 10% des personnes qui sont au chômage qui sont en formation. C'est très peu, 10%. Et surtout, vous avez 3 chômeurs sur 4 qui a demandé une formation. Parmi ceux qui ont demandé une formation, 3 sur 4 ne l'auront pas. Et le 4e, celui qui l'a, il l'aura seulement au bout de 6 mois. On voit bien que c'est un dispositif dans lequel il y a beaucoup d'argent sur la formation, 32 milliards par an, mais cet argent ne va pas avant tout à ceux qui sont au chômage. C'est-à-dire que quelqu'un qui a déjà un job, qui a un emploi, qui éventuellement a même une formation très élaborée, il va trouver les moyens de se faire financer un MBA. Et ce sera financé sur la formation professionnelle, ce sera financé sur cette masse d'argent-là. Mais quelqu'un qui est au chômage, éventuellement au chômage de longue durée, il ne va pas trouver forcément le financement pour sa formation. Parce que dit Nicolas Sarkozy, c'est que ça, ce n'est pas possible. Et donc, il propose qu'on se mette d'accord au niveau national, avec les représentants des branches professionnelles, sur quelles sont les branches qui embauchent, quelles sont les branches dans lesquelles il y a de l'emploi. On développe des formations dans ces branches-là, on les finance. Chacun aura droit d'avoir une formation financée. Chacun de ceux qui sont au chômage et chacun de ceux qui veulent reprendre un emploi, notamment les mères de famille qui ont décroché pendant plusieurs années pour élever des enfants et qui veulent reprendre une activité professionnelle. Mais à ce moment-là, oui, la contrepartie, c'est qu'une fois que vous avez fait la formation et que vous avez une offre d'emploi, vous prenez l'offre d'emploi.
D'accord. Je crois que Madrid va vous poser une question. Ça sera la dernière des questions économie. Bonjour Ingrid. Oui. Rebonjour Ingrid. Rebonjour, vous m'entendez? Très bien. D'accord. Oui, je voulais vous demander, Madame Kosciusko-Morizet, Nicolas Sarkozy, vous-même d'ailleurs tout à l'heure, a beaucoup évoqué l'Espagne, un peu agité comme un épouvantail, c'est surtout ce qu'il faut pas faire, il faut pas. Et ici, ça a été très très mal perçu par les médias qui ont accusé Nicolas Sarkozy en particulier, tous les candidats, mais surtout Nicolas Sarkozy, de ne pas aider et d'être un peu contre la solidarité européenne. Qu'est-ce que vous pouvez répondre? L'Espagne, c'est justement parce que l'Espagne est un grand pays qu'on parle de l'Espagne et qu'on donne l'Espagne en quelque sorte en exemple, en modèle que pour le moment, c'est vrai, on ne voudrait pas suivre. C'est-à-dire que, vous savez, quand on parle de la Grèce aux Français, ils trouvent ça très lointain. Il faut dire que la situation grecque, elle est vraiment très particulière. Mais l'Espagne, c'est tout proche. L'Espagne, c'est un grand pays. L'Espagne, c'est un pays qui, pendant longtemps, a été présenté comme un modèle. Vous savez, il y avait tellement de croissance en Espagne. L'Espagne, c'était la modernité de l'Espagne. Aujourd'hui, la réalité, c'est pas moi qui l'ai inventé, je comprends que ce soit difficile à vivre, mais la réalité, c'est que l'Espagne avait prévu de faire 6% de déficit l'année passée. Ils ont fait 8% au lieu de 6%. C'est le contraire de la France. Nous, on a... Voilà. 8,5, encore plus. Nous, on avait prévu 5,7, on a fait 5,2. Conséquence, la confiance a été abîmée. La confiance a été abîmée. Ils avaient prévu 6, ils ont fait, vous le dites vous-même, 8,5. Pardon, je ne sais pas quelle caméra je dois regarder. La confiance a été abîmée. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Leurs taux d'intérêt sont très élevés. Donc, ils remboursent la dette à un taux d'intérêt qui est de l'ordre de 6% et qui augmente. Nous, on rembourse la dette à un taux d'intérêt qui est inférieur à 3%. Mais vous savez... C'est les conditions du redressement. Je ne sais pas pour l'Espagne le montant de leur intérêt, mais pour la France, on en a pour 50 milliards d'intérêts tous les ans. Tous les ans, on paye 50 milliards pour rembourser nos créanciers. On a besoin que ces créanciers aient confiance en nous, le temps qu'on a encore une dette. Notre objectif, c'est de nous désendetter, pour plus dépendre d'eux. Mais le temps qu'on a encore une dette, on a besoin que ces créanciers aient confiance en nous. Donc on a besoin d'être crédible sur ce qu'on fait en matière de désendettement, sur notre politique économique et financière. Et on n'agite pas le spectre de l'Espagne pour être désagréable pour les Espagnols. On dit, voilà, les Espagnols ont eu 7 années de socialisme. Ils ont fait, dans certains cas, semblant de faire des réformes, parce qu'on a beaucoup dit des choses qui étaient aussi pas complètement vraies. Il y a eu des dépenses qui ont été faites, et aujourd'hui, ils sont dans une situation difficile. Et on propose aux Français, et c'est pas pour être désagréable avec les Espagnols, mais on leur propose de suivre une voie qui nous semble plus raisonnable, qui est celle de faire des efforts plutôt que des sacrifices. J'insiste là-dessus, il y a une différence. Les efforts, c'est quand vous décidez de faire des efforts pour vous en sortir. C'est quand vous réformez les retraites, ce qui permet aujourd'hui à Nicolas Sarkozy de dire les retraites sont payées, et du coup, je peux proposer qu'on les paye au premier du mois et non pas au 8 comme aujourd'hui, parce que son loyer, on le paye quand même au premier du mois. Les sacrifices, c'est quand vous n'avez plus le choix. Vous êtes au bout du chemin, vous n'avez plus le choix. Donc vous êtes obligé de couper dans les dépenses de santé comme en Espagne. Voilà, c'est vrai qu'on ne veut pas le faire. C'est pas être désagréable avec les Espagnols que de le dire. Voilà, on a terminé avec les questions. Je peux vous interrompre? Je vous en prie. Oui, vous dites c'est 7 ans de socialisme. Ce qui a été critiqué ici notamment, c'est que, en fait, comme vous le savez, ce sont les régions qui gèrent. Et dans les régions, il y avait des régions de droite comme de gauche. Et les régions très endettées aujourd'hui sont aussi de droite et de gauche. Alors, je ne connais pas assez bien la politique espagnole pour faire le tri région par région. Je suis sûre d'une chose, en revanche, c'est qu'on a besoin de faire des efforts au niveau national, solidairement avec les collectivités territoriales. Et c'est la raison pour laquelle Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, propose, dans cette nouvelle étape et ce nouveau quinquennat, non seulement de poursuivre les efforts au niveau national, mais d'y associer les régions. Parce qu'on a fait l'effort du non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2. On a baissé le nombre de fonctionnaires au niveau national dans ce dernier quinquennat de l'ordre de 150 000. 150 000, pas 250 000, 150 000. Du côté des régions, du côté des collectivités territoriales, depuis 1997, ça a augmenté de 450 000. Et moi, je vous le dis, alors là, comme maire dans ma commune, c'est vrai que c'est franchement agaçant quand vous faites des efforts et de voir que les collectivités territoriales n'en font pas et que du coup, les gens ne se rendent pas compte. La feuille de paie, la feuille des impôts, c'est la même pour la municipalité, le conseil général, le conseil régional. Moi, depuis 2008, j'ai baissé 2 années de suite mes impôts et 2 années, ils ont été stables. Mon conseil général et mon conseil régional, qui sont socialistes, ils les ont augmentés. Et donc, les gens, ils ont l'impression que ça augmente politique. Et c'est tous dans le même sac. Eh ben non, la mairie, elle a baissé ses impôts, elle a fait des efforts et j'aimerais bien que les collectivités territoriales, elles suivent aussi. Très bien. Donc, on a terminé avec les questions sur l'économie. On va maintenant passer à l'avant-dernier thème, la politique.
Et donc là, ce serait une question beaucoup plus personnelle. Vous êtes le porte-parole de Nicolas Sarkozy. C'est un poste de premier plan qui est un poste très difficile dans des campagnes. Est-ce que ça vous arrive de défendre des opinions auxquelles vous ne croyez pas sur des sujets ? Non, je vais vous dire. Vous êtes d'accord avec Nicolas Sarkozy sur tous les sujets ? Oui, je vais vous dire. Moi, de toute façon, ça se voit quand je ne suis pas d'accord. D'ailleurs, ça s'est su par le passé à certaines occasions. J'ai beaucoup de mal. Comment ? Ça s'est vu aussi dans la campagne, c'est pour ça qu'on vous Pourquoi ? À pose la quel question. propos ? Le débat sur le halal, notamment. Ah ben moi j'ai après les dit, propos de j'ai Claude dit, Guéant. j'ai dit à ce sujet que je trouvais que le lien qui avait été fait n'était pas nécessaire. Et Nicolas Sarkozy l'a dit 4 jours après. Et il n'a pas dit la même chose que moi. J'en avais parlé avec lui avant. Je savais. Vous avez mis en froid avec Claude Guéant ? Non, pas du tout. Attendez, c'est pas l'armée, c'est pas l'Union soviétique. Vous ne verrez jamais le drapeau de l'Union soviétique s'agiter sur nos meetings. C'est pas un régiment où on s'exprime. Cohabiter avec Devenir des gens porte-parole, comme ça vous Patrick décérèbre Buisson, pas automatiquement. Guillaume Pelletier, sur le Front National, vous vous exprimez très clairement, alors que la tendance à l'UMP, c'est quand même une tendance droitière. Non, attendez, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, depuis le début de la campagne, je vois des journalistes qui ont du mal à commenter la campagne. Tenez, puisqu'on est dans une école de journalisme, on va en parler. Allez-y. Qui ont du mal à commenter la campagne parce qu'ils le font avec des catégories de pensée anciennes. Découpent la France en tranches et dans des sociologies politiques qui ne correspondent pas, à mon avis, à la réalité des Français aujourd'hui. Par le passé. Quand vous voyez quelqu'un qui s'interrogeait sur des problèmes d'identité, qui s'inquiétait de l'intégration de l'islam, vous disiez, oh là, il est très à droite. Quand vous voyez quelqu'un qui vous parlait d'Europe, vous disiez, c'est un centriste. Ça, c'est des catégories anciennes, ça a complètement explosé au XXIe siècle. Aujourd'hui, le même peut se poser des questions d'identité et se dire que c'est dans l'Europe qu'il les résoudra. Ce que je veux dire, c'est que les anciennes lunettes, les anciens découpages de la population française en tranches pour pouvoir l'interpréter, ça fonctionne plus. Et moi, depuis le début de la campagne, quand on me dit sur tel truc, ça droitise, et puis la semaine d'après, on nous dit, oh là, vous avez pris une idée à Jean-Luc Mélenchon, vous êtes complètement décalé par rapport. Je vous donne un exemple. Quand on dit on veut diviser par 2 le flux d'immigration légale, parce qu'en période de crise, on a beaucoup plus de mal à intégrer. Il y a plein de commentateurs qui ont dit « Oulala, ça droitise furieusement ». Vous savez quoi ? Il y a eu un sondage, il y a 64% des Français qui sont d'accord. Vous pensez qu'il y a 64% des Français qui sont droitisés ? Après, la semaine d'après, on dit « Écoutez, on voudrait mettre une fiscalité sur les exilés fiscaux pour qu'on paye la même chose quand on est français sur le capital, qu'on soit en France ou à l'étranger, ce qui est une incitation à rester en France, parce que quand même, c'est nettement plus... Enfin, je vais dire quelque chose qui allait me poser des problèmes diplomatiques, mais c'est un pays très agréable, la France, et il n'y a pas de raison de le quitter pour de mauvais motifs, surtout si on rétablit ce type de régime fiscal. Et à ce moment-là, les gens ont dit « Oh là, mais ça, c'était une idée qui aurait pu être chez Mélenchon ». Mais je vais vous dire, je ne retiens ni le premier commentaire, ni le deuxième commentaire. Il y a des problèmes, il y a des solutions, et toutes les questions que posent les Français sont légitimes si les Français se les posent. Vous vous êtes exprimé il y a quelques semaines dans une interview où vous demandez entre le PS et le FN par exemple, hypothétiquement au deuxième tour vous choisissez qui ? Vous avez dit PS, ce n'est pas la ligne du parti. C'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai pas dit ça, je vous invite à revoir l'interview de France 3. Moi, j'ai été très surprise de la relation qui en a été faite, et notamment qui a été faite par les agences. J'ai refusé de répondre à cette question dans cette interview. Après, ils m'ont posé la question de mon livre. J'ai signalé qu'en effet, je l'avais bien écrit, mais j'ai refusé de répondre à cette question. Je vais vous dire pourquoi. Parce que cette question, elle était posée, en fait, par le directeur de campagne de Marine Le Pen, et il y avait, sur ce sujet, une espèce d'association d'intérêts évidente entre le Front National et le Parti Socialiste à faire poser une question qui ne correspondait à aucune actualité. On ne peut pas avoir les mêmes journalistes qui toute la journée nous assassinent à coups de sondage auquel je crois peu. Mais je vous remercie de ne pas l'avoir fait parce que franchement, je trouve que le commentaire, c'est dommage. Le commentaire à l'infini des sondages, mais je vous dirai ce que j'en pense, je réponds à toutes les questions, et avoir des journalistes qui nous posent des questions qui manifestement n'ont aucune réalité dans les mêmes sondages. Je veux dire, il y a un moment, il faut arrêter, il faut être... Alors je m'excuse d'avance. Selon Vous avez les remarqué sondages... quand même, j'anticipe vos questions et pourtant je précise aux téléspectateurs, enfin aux internautes, que je ne les question connais sera- pas, je ne les connaissais pas. Bon, Nicolas Sarkozy a, selon les sondages, entre 8 et 16% de retard sur François Hollande. Simplement, est-ce que c'est possible de retourner la situation et Je ne comment crois pas le une faire? seconde. Je vais vous dire pourquoi. Je pense que déjà au premier tour, il y a un décalage complet entre ce qu'on lit dans les commentateurs de la campagne, d'une manière générale, sondage ou médias, et la réalité de terrain. Moi, la campagne, je la vis sur le terrain. Et ce que je vous dis, ce que je vois, c'est des salles pleines à craquer, une dynamique d'enfer. Le dernier meeting de François Hollande à Lille,
La salle ne faisait pas 30 000 de jauge, comme l'ont dit les médias. C'était la même salle que nous, quelques semaines avant. Et à l'époque, elle faisait 10 000. Donc, il faut se mettre d'accord. La salle, elle n'a pas changé. Et elle était à moitié vide. Donc, si vous voulez, la ferveur et l'enthousiasme, ils ne sont pas là-bas. Vous étiez vraiment 160 000 à la Concorde, dimanche? 120. On a dit 120. On a dit 120. Bah, vous prenez la photo aérienne et vous comptez tout ça. On voit qu'il y a des trous un peu par-ci par-là. Vous voulez que je vous dise? Vous allez sur Wikipédia. Non, mais vous allez sur Wikipédia. Si. Moi, je trouve que ça ne fonctionne pas au chiffre. Mais de toute façon, vous allez sur Wikipédia, vous regardez la superficie de la place de la Concorde, vous regardez la superficie de l'esplanade du château de Vincennes, et vous regardez les photos aériennes. Vous faites votre compte. Et vous trouverez qu'en effet, les choses étaient bien différentes, mais qu'il y avait surtout beaucoup plus de monde à la Concorde. Est-ce que vous voulez dire qu'il n'y a pas un seul institut de sondage en France aujourd'hui qui voit juste? Non, ce que je veux dire, mais les sondeurs le disent eux-mêmes en off quand on leur en parle, c'est qu'ils sont très désorientés. Ils le disent. Ils disent on a beaucoup de mal. On n'a jamais vu quelque chose d'aussi erratique, d'aussi indéterminé, aussi proche du premier tour. Et d'ailleurs, dans la journée de mardi, il y a 4 sondages qui sortent, 3 qui mettent Nicolas Sarkozy en hausse et 1 qui le met en baisse brutale. 4 sondages le même jour, faits sur les mêmes périodes. Et les sondeurs en off nous disent on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu une variation pareille. Et pour ce qui est du deuxième tour, ils nous disent aussi on n'a jamais vu autant de personnes qui se prononcent sur le premier tour et qui ne se prononcent pas sur le deuxième. Et ça, c'est un comportement politique qui n'existe pas. Quand vous allez voter au premier, en général, vous allez voter au deuxième. Ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est une campagne très nouvelle, très particulière, peut-être aussi du fait de ces crises que nous avons traversées, de cette crise économique dans laquelle nous sommes. Et je pense que toutes les catégories de pensée, les commentaires traditionnels ont du mal à la capter, à la On va maintenant poursuivre avec la question d'Anissa. Nicolas Sarkozy a dit en 2007 « La France, vous l'aimez ou vous la quittez, on n'égorge pas le mouton dans l'appartement ». L'UMP peut-elle représenter nos valeurs républicaines en basculant ainsi dans le nationalisme de base? Il n'a pas du tout dit ça comme ça. En revanche, ce que Nicolas Sarkozy dit, et d'ailleurs il l'a dit encore tout à l'heure, dans un cadre particulier, alors il l'a dit encore tout à l'heure dans le Val-de-Marne, c'est les nations qui gagnent dans la mondialisation sont des nations qui ne renoncent pas à leur identité. Il faut être sûr de son identité, il faut être fort sur son identité pour pouvoir s'ouvrir au monde. Vous regardez la Chine, vous regardez le Brésil, vous regardez l'Inde, ils ne s'excusent pas d'être ce qu'ils sont. Ils ne s'excusent pas d'être ce qu'ils sont, c'est parce qu'ils savent ce qu'ils sont fiers de leur modèle, qu'ils sont fiers de ce qu'ils sont, qui partent à la conquête du monde. En France, nous, dans notre... Ce mandat a été marqué par une stigmatisation des musulmans, pas du tout? Non. Une stigmatisation, un refus des communautarismes, oui, mais parce que c'est notre valeur ajoutée. J'allais dire même dans le monde, c'est le modèle républicain qui est celui. En France, on a une communauté nationale. On n'est pas une juxtaposition de communautés. Ça, c'est les Américains, les Anglais. Je critique même pas d'ailleurs, c'est leur modèle à eux. Aux États-Unis, on accepte ça. L'idée qu'il y a une juxtaposition de communautés, que chacun vit à l'intérieur de sa communauté. En France, notre principe, notre idée républicaine, ce qui fait notre originalité aussi à travers le monde, c'est la communauté nationale. Et la communauté nationale, ça veut dire que notre objectif, c'est de faire une seule communauté. Ça n'est pas nier les différences que de le dire, mais c'est dire qu'il y a un certain nombre de critères sur lesquels on ne transige pas. Vous parlez de ce quinquennat, ça a été le quinquennat où on a fait la loi sur la burqa. Pour dire, la burqa, non. En France, non. Le principe qui consiste à dire qu'une femme ne peut même pas montrer son visage dans la rue, on n'est pas d'accord, on n'acceptera pas, on ne laissera pas faire. La question suivante, c'est une question vidéo, c'est Georges qui vous la pose. Pour lui, il n'y a pas assez de démocratie directe en France. Bonjour, ma question repose sur le mot démocratie qui, à mon sens, n'est pas d'actualité depuis que je connais la politique en tout cas. Je voudrais savoir quand est-ce qu'on mettra vraiment ce mot au centre de tous les intérêts du peuple français. Pas un seul référendum, par exemple, sur le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Moi, j'ai été très frappée de voir combien les gens ont réagi, les gens dans le microcosme parisien, sur sa proposition de référendum. Et c'était la même chose d'ailleurs, vous vous en souvenez pas, mais vous en souvenez comme dans l'histoire politique, moi aussi d'ailleurs dans l'histoire politique, on n'était pas nés tous les deux, au moment où le général de Gaulle a lancé le principe du référendum dans la Constitution. Il y a toujours une part de la société politique dans ces cas-là qui dit « Ouh là là, c'est dangereux, c'est un truc plébiscitaire et tout ». Nicolas Sarkozy propose de faire des référendums sur les questions économiques et sociales. Jusqu'à maintenant, ça s'est surtout fait sur des questions institutionnelles, sur lesquelles il est plus difficile de mobiliser, qui ne sont pas forcément celles qui intéressent le plus les Français. Il ne propose pas de le faire pour faire du référendum, il propose de le faire s'il y a un blocage dans la société.
sur une question majeure. Jusqu'à maintenant et dans ce quinquennat, il n'y a pas eu de blocage. On a pu faire des réformes fondamentales dont tout le monde disait qu'elles étaient infaisables, que tout le monde a beaucoup critiqué et qu'aujourd'hui plus personne ne critique, sans blocage majeur. Quand vous prenez, par exemple, le service minimum dans les transports en commun, il faut voir les hurlements qu'on a eus de la part de la gauche. C'était anticonstitutionnel, briseur de grève et tout. Aujourd'hui, plus personne ne conteste, mais ça s'est fait. Vous prenez la réforme des retraites, vous prenez l'autonomie des universités, 1 an de manifestation, mais ça s'est fait. Donc on a pu réformer et des réformes majeures sans blocage. Ce que dit Nicolas Sarkozy, et je rejoins en salle le monsieur qui pose la question, ce que dit Nicolas Sarkozy, c'est s'il y avait blocage sur certaines des réformes majeures auxquelles je crois et que je propose aux Français dans cette élection présidentielle, j'irai au référendum, notamment sur la question de la formation des chômeurs. Pourquoi ? Parce que la formation des chômeurs, une des raisons pour laquelle ça se passe, comme je disais tout à l'heure, avec 32 milliards d'euros qui ne vont pas sur les chômeurs, c'est qu'il y a 15 000 organismes qui font la formation en France. Ils sont beaucoup tenus par les syndicats et les collectivités territoriales. C'est des organismes qui vivent aussi de l'argent de la formation et ils ne seront probablement pas très désireux de réorienter, de laisser réorienter une partie de cet argent vers les chômeurs et pourtant c'est nécessaire. Il nous reste 5 minutes, Nathalie Kosciusko-Morizet, donc simplement on va rapidement aborder l'international. Oui, rapidement, ma seule question, c'est à propos de la Libye. Ça fait presque 1 an que les forces occidentales sont intervenues. Est-ce que vous pensez qu'1 an après, quel bilan en tirez-vous alors qu'on sait que le pays est actuellement extrêmement instable? Et si c'était à refaire, le referiez-vous? Oui, il faut savoir ce qu'on veut. Pendant très longtemps, la France a mis en avant dans sa politique internationale, et notamment dans sa politique africaine, la stabilité. C'est-à-dire qu'on a soutenu, ou en tout cas, on s'est accommodé de régimes dont on savait qu'ils ne correspondaient pas à nos idéaux au nom de la stabilité. Et le CNT correspond à vos idéaux ? Comme si l'Afrique, c'était un ailleurs dans lequel on ne pouvait pas imaginer la démocratie donc on devait accepter, au nom de la stabilité, la dictature. Cette politique a changé avec Nicolas Sarkozy. Regardez, en Côte d'Ivoire, on s'est mobilisé pour que le verdict des urnes soit respecté. Kadhafi, à un moment, d'ailleurs au début des années 2000, a semblé s'engager dans un mouvement de normalisation au niveau mondial. Et puis à un moment, il est parti complètement ailleurs et il a commencé à faire la guerre à son peuple. Je prends l'exemple de Benghazi, il a annoncé qu'il allait raser Benghazi de la carte, qu'il allait avoir des fleuves de sang. Et bien la France a dit, conformément à en accord avec ses principes, conformément à cette évolution dans laquelle maintenant, c'est vrai, on met les principes en avant plutôt que la stabilité, la France a dit nous proposons de prendre sous le contrôle de l'ONU la tête d'une coalition internationale pour que ça ne se passe pas comme Kadhafi veut, que ce ne soit pas des fleuves de sang à Benghazi. Et on l'a fait. Après, quand vous faites ça, il faut être cohérent avec vous-même. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que vous choisissez le régime qui est installé à la place. Si c'était à refaire, on le referait. Est-ce qu'on le fait en Syrie alors ? Est-ce qu'on intervient en Syrie ? Le problème de la Syrie, c'est que pour le moment, on n'a pas l'accord des Nations Unies. En Libye, ce n'est pas des choses qu'on fait de notre propre chef. En Libye, on a mené une coalition internationale. Vous auriez souhaité pouvoir intervenir ? En Syrie, aujourd'hui, on n'a pas la Chine et la Russie. Ils ne sont pas avec nous. En revanche, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des pressions diplomatiques pour faire bouger les choses, pour que la Chine et la Russie, qui n'aiment pas être isolées, se rallient à un consensus international. On a organisé une conférence à Paris pour ça. Et ce qu'on demande aujourd'hui, c'est la création de corridors humanitaires, parce qu'on est persuadé que le régime de Bachar el-Assad tombera et que créer des corridors humanitaires, c'est aussi aider l'opposition, la rébellion, pour qu'elle puisse prendre son avenir en main. C'est ça que je veux faire comprendre, c'est qu'il s'agit de dire que ces peuples qui veulent prendre leur avenir en main peuvent le faire et que la France est aux côtés des peuples qui veulent prendre leur avenir en main. Par le passé, encore une fois, on le disait beaucoup, on ne le faisait pas exactement comme ça, parce qu'on privilégiait la stabilité, y compris la stabilité dans des régimes qui étaient très autoritaires. Maintenant, c'est plus ce qu'on fait. Et je crois que c'est mieux. Je crois que c'est plus conforme à ce que c'est que la France et les idéaux que la France porte et représente à travers le monde. Merci beaucoup, Nathalie Kosciusko-Morizet. Une petite dernière question, peut-être un petit peu plus personnelle. Vous vous voyez où dans 6 mois ?
C'est pas une écoutez, demande, hein. C'est pas une demande, c'est pas pour Nicolas Sarkozy, c'est entre nous. Vous vous voyez où dans 6 mois? Vous imaginez où? Je suis absolument pas mobilisée sur ce que je fais dans 6 mois parce Quand que là, vous je vous suis levez le très matin, quand très vous vous brossez occupée. les dents le matin, vous imaginez bien quelque chose comme tout le Et monde. dimanche matin, je serai dans tous mes bureaux de vote à Longjumeau et j'espère que les Français ils seront le plus nombreux possible pour voter pour Nicolas Sarkozy. Oui, je me brosse les dents si c'est ça votre question. On parle de vous à Matignon. Ah bon? Oui. Et j'ai pas entendu ça, écoutez, c'est intéressant. Mais c'est C'est pas dans vraiment un tout- sujet c'est dans tous les d'actualité. journaux. Ah si, c'est d'actualité. Non, mais attendez, c'est pas d'actualité. Là, on est jeudi. Là, dans 3 jours, il y a le premier tour. J'appelle tous les Français aux C'est une urnes. question personnelle, C'est donc pour la vous, grosse c'est d'actualité. actualité. Et moi, ma question personnelle aujourd'hui, j'en fais presque un sujet personnel, c'est aller voter. C'est trop majeur pour la France. C'est en ce moment que ça se passe. Il faut pas laisser passer cette échéance. Ne laissez pas les uns, les autres et les commentateurs voler votre vote. Allez voter. Donc vous ne serez pas à Matignon dans 15 jours. Dans 15 jours, on sera 3 jours avant le deuxième tour. On ne vous annoncera pas, parce que Nicolas Sarkozy Raté. a dit qu'il allait peut-être annoncer le nom de son Premier ministre. Nicolas avant Sarkozy le a deuxième dit tour. avec beaucoup de constance qu'avant le premier tour, il ne parlait pas du deuxième tour et qu'il n'abordait les sujets qu'au moment où ils étaient... Vous êtes drôles les journalistes, vous passez votre temps à dire... cette campagne n'intéresse pas et tout, et puis vous posez toujours les questions du coup d'après. Oh bah, vous exagérez, ça fait quand même 1 heure qu'on vous pose des questions sur le programme de Nicolas Sarkozy. Mais oui, vous aviez bien commencé. Effectivement, on Vous voit aviez comment bien on fait. commencé. Pourquoi vous changez comme ça sur la fin? Eh bah, parce que maintenant on prend un coup d'avance avec vous. Et le poste de ministre Non. de la Défense, ça vous intéresse ou pas? Vous étiez dans les marines avant. J'étais pas dans les marines, j'étais dans la marine. Dans la Les marine. marines, Oui, les marines, c'est de l'autre côté Bah, de l'Atlantique. j'ai une pardon. particularité qui est que j'ai fait un service militaire, j'ai fait l'Institut des hautes études de la défense nationale. Je le disais tout à l'heure, j'ai même passé mon permis de conduire à Djibouti, ce qui est en effet un peu particulier. Et pas vous forcément intéresserait d'ailleurs la meilleure formation. Mais ça vous pour apprendre à intéresserait? conduire. Mais on n'est pas en train de... Vous savez, je laisse ça aux socialistes. Les socialistes, ils sont en train de se répartir des postes. C'est grandiose, hein. Tous les matins, on en a dans la presse. Il y a déjà eu 3 gouvernements différents qui ont été formés. Ils ont réparti les cabinets ministériels. On sait qui serait, en cas de victoire de François Hollande, président de l'Assemblée nationale. Plutôt, on ne le sait pas parce qu'il y a 3 candidats. Ils font ça très très bien. J'observe ça avec intérêt. Et ils jouent à ce jeu-là entre eux. Ils s'écharpent entre eux. Je ne rentre pas dans ce jeu-là. Merci beaucoup d'avoir répondu Merci à vous. à nos questions et à celles des internautes. Merci Ingrid. Merci à vous. Merci. Merci Merci, beaucoup. au revoir.